Après avoir lancé le podcast Pour de vrai en 2022, je me suis rendu compte que j'en connaissais assez peu sur l'histoire des luttes féministes en Suisse. C'est ainsi qu'est né Déguier le patriarcat. Il comporte déjà une série de 10 épisodes qui retracent les luttes féministes en Suisse de la fin du 19e siècle aux luttes actuelles. Aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre et de développer ce projet en donnant la parole à des expertes sur des thématiques en lien avec la condition des femmes en Suisse. Je suis Clémentine et vous écoutez Déguier le patriarcat. Déguiller, ça veut dire faire tomber. Ça veut dire tomber. C'est tomber, ça, déguiller, c'est... Il a déguillé, il est tombé, il a chuté. Tu veux déguiller le patriarcat ? Bonjour. Déjà, merci beaucoup au collectif de la grève féministe Broye pour l'invitation. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir enregistrer un épisode en live, le premier épisode de Pour de vrai Déguier le patriarcat que j'enregistre en live. Pour de vrai, c'est un podcast d'histoires vraies qui sont racontées avec une perspective féministe et engagée que j'ai lancé en 2022. Et puis en 2023, j'ai lancé le format Déguier le patriarcat qui parlait plus de l'histoire des luttes féministes en Suisse. Cette interview sera enregistrée, vous le voyez grâce au micro. Comme l'a dit Camille, elle sera diffusée sur mon flux de podcast et accessible gratuitement sur toutes les plateformes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Lou Ritz, qui est travailleuse sociale et autrice, et on va discuter de son roman « Quand papa est tombé malade », entre autres, et de son activité d'écriture. À travers cette conversation, on va aborder donc les coulisses de son écriture et aussi la place des femmes dans ses récits. Salut Marie-Lou. Salut. Avant d'aborder plus spécifiquement ton roman, est-ce que tu veux bien te présenter et expliquer un peu ce que tu fais, tes deux activités et comment elles se mêlent ? Moi, j'aime bien dire que je suis une forme de jongleuse entre travail social et écriture, et même en tendance depuis quelque temps. Le lundi, je suis assistante sociale. Ça, c'est quelque chose de fixe. Les autres jours, ça dépend beaucoup. Dans le métier d'autrice, il y a l'écriture, forcément, mais pas que. Donc moi, j'ai la chance d'écrire des romans, des nouvelles. J'écris aussi pour le théâtre, mais il y a aussi le fait d'animer des ateliers d'écriture, de proposer du mentorat, de travailler pour le PIJA, qui est un concours d'écriture pour les 15-20 ans. Donc voilà, il y a un peu plein d'activités connexes à l'écriture. Et pour moi, c'est important aussi d'écrire à plusieurs. Donc on a écrit un roman à plusieurs, mais je fais partie d'un collectif où on fait des performances. Enfin, il y a plein d'activités autour de ce milieu littéraire. Et puis, je travaille aussi pour le Théâtre du Jorat. Et là, pour le coup, je suis dans l'intendance. Et la plupart du temps, je nettoie les toilettes. Ça permet d'aller dans plein de niveaux très différents, d'avoir du temps pour réfléchir, pour écouter des podcasts et pour projeter des prochains romans. Et pour revenir à ta pratique d'écriture, donc tu as fait l'Institut littéraire à Bienne, mais tu écris depuis bien avant ça. Comment est-ce que tu es venue à l'écriture ? Comment tu t'es mise à écrire ? Est-ce que ça a toujours été là ? Quand j'avais 8 ans, je crois, y a un auteur qui est venu dans notre classe qui s'appelle Éric Simard. Et on pouvait lui poser des questions. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui écrivaient les livres que je lisais, parce que je lisais beaucoup, beaucoup. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents, je vais devenir écrivain, parce qu'à l'époque, on réfléchissait pas au féminin, donc j'ai dit que j'allais devenir écrivain. Et ma maman m'a dit, ok, c'est super, du coup, ça veut dire que tu écris des choses. Donc j'ai compris que pour devenir écrivain, il fallait écrire. Et j'ai commencé à écrire un texte qui était à l'époque une très vague et très, très, très mauvaise copie de Narnia, parce que c'est ce que je lisais. Et c'est un texte que je reprends encore aujourd'hui, donc ça fait 20 ans que je travaille sur le même texte qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Et en parallèle, j'ai participé à des concours, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce bachelor en création littéraire et de vraiment construire ce parcours d'autrice et de pouvoir dire à la petite fille de 8 ans, ouais, je crois qu'on venait sur le bon chemin. Tu l'as dit, tu as plusieurs pratiques d'écriture, plusieurs formes, le théâtre, le roman, l'écriture collective. Est-ce que tu as un rituel d'écriture ou un moment particulier ? Il y a des écrivains qui disent qu'ils écrivent tous les matins, il y en a c'est plutôt la nuit. Est-ce que toi tu as un rituel particulier ?
Ou tu peux écrire n'importe quand. J'aimerais tellement avoir un rituel d'écriture. Ça voudrait dire que déjà que j'arriverais à écrire tous les jours. Et en fait, pas du tout. Ce côté jonglage fait qu'il y a des périodes où j'arrive à prendre le temps d'écrire et il y a des périodes où pas du tout parce qu'il faut répondre à d'autres mandats. Donc j'aime bien quand j'ai des mandats d'écriture parce que ça m'oblige à écrire et d'avoir des délais. Mais sinon, non, j'ai pas de routine et en même temps, le lieu où j'écris, je pense, le plus, c'est le train. J'habite à Grange-Marnant, mais je travaille à Lausanne, des fois à Fribourg, des fois je suis sur Genève. Donc j'ai vraiment beaucoup de temps de trajet que je rentabilise en écrivant. Donc mon rituel, ça va plutôt être de sortir mon ordinateur dans le train et d'essayer de prendre ces petits bouts de voyage pour écrire. Et pour écrire au-delà du moment, il faut aussi avoir ce qu'on appelle peut-être de l'inspiration ou des idées. Alors quand c'est des commandes, tu as déjà, je pense, une base ou une forme de contrainte. Mais par exemple, pour ton roman, qu'est-ce qui te donne cette envie d'écrire une histoire ? De quoi tu pars pour te lancer ? Je pense que c'est souvent des questions. D'avoir tout d'un coup une question qui devient importante et essentielle. Et souvent, c'est des idées, mais qui vont prendre du temps à pousser. Là, je sais quel serait le sujet d'un prochain roman. Il commence à se construire de plus en plus. Ça fait plus d'1 année que j'y réfléchis. Donc, je sais que c'est solide et que ça va être un projet, mais j'ai encore pas écrit une ligne. Donc, c'est un peu de voir quelles sont les idées qui restent et qui deviennent des obsessions et qu'il faut écrire. Mais c'est souvent, ces idées-là, c'est des questionnements que j'ai envie de creuser pour moi et que j'ai envie de poser à d'autres. Ouais. Du coup, pour ce roman, donc Quand papa est tombé malade, que tu as publié en 2024, déjà combien de temps entre l'idée qui devient obsessionnelle et la publication ? Alors, l'idée, c'est très clair comme elle est apparue. En plus, j'ai fait une performance autour de ça, donc j'ai été obligée de me replonger dans les archives. C'était en 2016. J'écoutais la radio. C'était l'émission Tribu et il y avait Pascal Roman et Céline Drot qui étaient interviewés et qui parlaient des familles des personnes détenues. Ils expliquaient, Céline Drot, elle travaille pour Repère, qui est une association qui accompagne les familles des personnes détenues, et ils parlaient de la difficulté à dire la prison aux familles et aux enfants surtout. Elle disait il y a souvent des vérités contraires, des mensonges qui sont dits, notamment, je crois que c'était Pascal Roman qui disait une des choses qui est le plus dite, c'est papa est à l'hôpital. Et je me disais, waouh, en fait, c'est super violent parce que ça reste une vérité qui fait peur, ça reste un univers flippant dans un imaginaire d'enfant. Et puis, on a tout ce mensonge qui grandit. Qu'est-ce que ça fait pour un enfant qu'on lui dise tu peux pas voir ton papa alors que et il est malade, et ça m'a vraiment marqué et je me suis dit j'ai vraiment envie d'écrire là-dessus. Et à ce moment-là, j'étais à l'Institut littéraire en première année, donc j'ai écrit un texte très court, plutôt sous forme de théâtre, en me disant j'en ferai mon travail de bachelor. Donc j'ai travaillé toute la 3e année, ça faisait en 2018, sur ce roman-là, qui au départ était un roman choral, donc il y avait des passages du point de vue de la grande sœur, des passages du point de vue d'un petit garçon et des passages du point de vue du papa. Ça a déjà été un premier gros travail. Ensuite, il y a eu un retravail très gros pour tout passer du point de vue de la grande sœur. Donc, en fait, ça fait... depuis que l'idée a germé et le moment où c'est sorti, ça fait 8 ans. Ah ouais. Tu as déjà un peu évoqué, mais est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes, sans trop en dévoiler évidemment l'histoire de Quand papa est tombé malade? Tu l'as dit, c'est raconté du point de vue de la grande sœur et c'est l'histoire d'un papa qui est en prison. Peut-être je te laisse raconter. Oui, c'est vraiment ça. C'est une famille où le papa est incarcéré pour du trafic de drogue et il a une fille adolescente qui a 14 ans et un garçon de 5 ans. Et il veut absolument pas que son fils sache qu'il est en prison. Donc la maman va dire que le papa est à l'hôpital, qu'il est malade et qu'on peut pas aller le voir. Et la grande sœur va devoir
porter ce mensonge-là qu'elle n'a pas du tout choisi de porter, qu'elle remet en question aussi assez rapidement. Vivre avec le fait d'avoir son papa en détention, d'aller le voir et en même temps de devoir cacher la vérité au petit frère. Je trouve que c'est quelque chose que tu as vraiment bien réussi à faire. Alors ça remet en perspective les choses pour moi parce que c'est vraiment, en lisant ce roman, on est vraiment dans la tête de cette adolescente de 14 ans qui a des préoccupations vraiment d'adolescente de 14 ans, le vogue d'allemand, les copains, le foot, donc le fait qu'elle ne peut plus faire du foot parce qu'elle s'est blessée, enfin vraiment des préoccupations d'adolescente et en même temps, en arrière-plan, toujours ces soucis qui la dépassent, un peu d'adulte. Je trouve que c'est quelque chose que tu as vraiment bien réussi à faire et le fait de savoir que c'était au départ un roman choral, je trouve que ça rend encore plus fort en fait ce point de vue. Et donc pourquoi, si tu étais partie sur plusieurs personnages, pourquoi est-ce que finalement tu as décidé que c'était uniquement Oriane, elle s'appelle cette adolescente, uniquement Oriane la narratrice? Alors c'était pas un choix que j'ai fait complètement toute seule. Même si quand j'ai fini mon bachelor, on a eu une discussion. Et puis, ce qui ressortait assez fort, c'est que En fait, c'est un travail qui était vraiment sur les voix. Comment est-ce qu'on fait parler un enfant de 5 ans? C'était même ça mon point de départ à la base. Comment on écrit une langue d'un enfant de 5 ans? Comment on écrit une langue d'une ado? Et comment on écrit la langue de ce papa? Et je sentais bien que la langue du papa, elle était bancale, que cet univers-là n'était pas le plus abouti. Et puis... Par contre, les personnes de l'Institut littéraire trouvaient la langue du petit garçon formidable. Et à l'inverse, des personnes qui avaient peut-être moins l'habitude de jeux littéraires parce que j'allais assez loin, c'était des phrases qui avaient sans fin, il n'y avait pas de point. C'était vite compliqué et un peu trop lourd. Mais tout le monde était d'accord pour dire que rien ne fonctionnait bien. Et à un moment donné, j'étais en lien avec une autre maison d'édition française qui ont dit... On est intéressé, on aime beaucoup la voix d'Oriane, on est moins convaincu par le papa et par le petit frère. Est-ce que vous pouvez le réécrire du point de vue d'Oriane? Et je me suis dit, je prends le défi. Donc j'ai fait ça en très peu de temps. Ouais. Après, il y a eu un peu plein de couacs. Ça, c'est pas fait avec eux. Mais c'était hyper intéressant de faire ce travail. Et quand j'ai commencé à reprendre cette version-là, je me suis dit, je crois que je préfère cette version-là, elle me correspond plus, elle me paraît plus aboutie. Et j'ai quand même glissé plein de passages du petit frère qui, finalement, à la place d'être juste des passages de lui, sont des passages où il est au téléphone avec son papa. Donc, je me suis dit, j'ai un peu hacké le système comme ça. Oui, puis on retrouve quand même la voix du papa via des lettres, puisqu'on a quand même ces lettres. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez peu présent, finalement. On n'en sait pas trop sur... son activité, son trafic de drogue. Et tout le roman est traversé par la thématique du mensonge. Donc, je pense, si j'ai bien compris, c'est ça qui était ta question première. Finalement, quand papa est tombé malade, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la vérité à cet enfant? C'est hyper intéressant comme thématique parce que c'est finalement une question presque philosophique. Est-ce que c'est mieux de mentir pour protéger quelqu'un ou de dire la vérité quitte à lui faire mal, mais il y a aussi le risque que l'enfant se sente trahi. On ne va pas tout dévoiler, mais c'est quand même un peu ce qui va se passer dans le livre. Donc, est-ce que toi, tu as un avis là-dessus et qu'est-ce que tu as voulu dire par rapport à ça? Alors, je pense que poser la question du mensonge m'intéressait beaucoup, de ce mensonge-là en particulier, parce qu'il y a cette question de la vérité, elle est dure. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans une vérité dure avec un enfant? Et je pense que mon intuition était plutôt de dire la remplacer par un mensonge, il y a forcément un moment donné où ça va exploser et où ça va être pire. Alors que si on prend tout de suite les questions de l'enfant et qu'on peut lui répondre sur c'est quoi la prison, là j'imaginais quelles sont les projections aussi d'un enfant sur la prison si on lui en parle pas. Et c'est vrai que moi je me suis souvenue des images liées plutôt au Moyen-Âge, où on voyait des cellules terribles avec des barreaux. Et comment est-ce qu'un enfant à qui on n'explique pas va en fait créer son propre imaginaire et le faire grandir? J'en ai discuté beaucoup avec Repère, avec des personnes qui travaillent aussi dans le milieu de la détention et qui disaient aussi que y a très souvent des mensonges là autour. Alors ça peut être l'hôpital, mais ça peut aussi être que le parent est en voyage, parce qu'il y a aussi des mamans qui sont détenues
suivant la nationalité de la personne, qu'il est retourné au pays. Donc c'est des choses qui sont beaucoup racontées. J'ai rencontré... Du coup, j'étais bénévole pour Repère pendant plusieurs années. Peut-être tu peux juste expliquer ce que Oui, c'est Repère. pardon. Tout à fait. Donc Repère, c'est une association, une fondation qui accompagne les familles des personnes détenues, qui ont à la fois une hotline pour répondre aux questions, à la fois qui organise des ateliers pour que les enfants puissent voir leurs parents en détention dans un autre contexte que les parloirs, donc où ils font une activité encadrée avec un ou une travailleuse sociale. Et puis, on fait aussi, en tant que bénévole, de l'accueil devant les prisons pour répondre à des questions, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas avant d'être confronté à cette situation, vu que c'est une situation à laquelle on ne se prépare pas avant d'être plongé dedans. Et ça va de combien est-ce que je peux mettre dans un colis de nourriture. Ouais. Voilà, c'est plein de questions. Et là, j'ai rencontré des familles aussi qui disaient, par exemple, une maman qui me disait oui, j'ai des enfants, ils ne savent pas que leur papa est là, de toute façon, il va bientôt sortir, donc il n'y a pas besoin qu'on en parle, c'est plus simple. Et je comprends complètement cette décision. Et en même temps, en discutant avec les professionnels, c'est souvent des décisions qui amènent d'autres problématiques après. De sentiments de trahison, etc. Voilà. Ouais. Après, peut-être juste pour continuer sur la thématique du mensonge, c'est aussi pour ça qu'il y a toute une part du roman qui parle du milieu du théâtre aussi, et de questionner aussi le théâtre comme un potentiel mensonge. Il y a un moment donné où la narratrice se rend compte qu'on fabrique des beaux mensonges au théâtre, parce que tout est faux, les décors sont complètement faux, et en même temps, ça permet de rêver plus loin. Donc, j'avais envie de questionner les différents pans du mensonge. Puisque tu parles du théâtre, en effet, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages féminins dans ton livre. Presque toutes les personnes, à part le petit frère qui reste dehors et qu'on voit, sont des femmes. Donc il y a la mère, Léo, il y a la fille et il y a la voisine, Astrid, qui elle travaille dans le monde du théâtre et de la création. Elle essaye d'aider comme elle peut ses voisins, donc cette famille qui se retrouve sans le père. Et puis, par le théâtre, et la mère et la fille vont trouver en fait une sorte d'échappatoire à la tristesse ou la difficulté de leur quotidien, en fait. Et je me demandais si ça, c'était aussi une volonté, au-delà du parallèle avec le mensonge, vu que toi aussi, tu écris pour le théâtre, que tu as beaucoup évolué dans ce milieu-là. Est-ce que c'était une volonté de transmettre un message qu'on peut, en gros, par l'activité ou la création artistique, s'échapper aussi du quotidien? Oui, je pense qu'il y a vraiment ce côté de sublimation et de comment l'activité créatrice peut permettre de sublimer un quotidien compliqué. Et c'est vrai qu'il y a aussi une part de me réfugier dans les choses que je connais un peu, et donc d'utiliser ces choses-là. C'était facile pour moi de décrire un atelier et qu'est-ce qu'on fait en tant que personne qui font des décors de théâtre, parce que ça fait des années que je suis bénévole dans une équipe qui fait des décors de théâtre, donc, et que c'est un lieu qui me ressource, et je trouvais chouette d'utiliser ça comme lieu de ressource aussi pour mon personnage principal. Pour revenir au personnage féminin, en fait, je trouve aussi que tu joues pas mal sur les clichés, ou plutôt sur l'inversion des clichés. Par exemple, dans la famille d'Oriane, on voit que c'est le papa qui faisait à manger. Alors, c'est peut-être un peu un détail, mais quand même, la maman, elle se retrouve à devoir faire à manger, à gérer les démarches administratives, à gérer aussi le budget. Ça, c'est peut-être plus habituel que ce soit en général l'homme dans la famille qui gère le budget, mais quand même, Oriane fait aussi du foot. Est-ce que tu as volontairement voulu jouer à déjouer les clichés ou à essayer de ne pas être dans des stéréotypes de genre? Oui, alors, clairement, il y avait cette volonté de pas renforcer certains clichés et en même temps de raconter des réalités aussi. Je pense qu'au moment où j'ai commencé à écrire Quand papa est tombé malade, j'étais assez proche d'une famille où les 2 filles faisaient du foot et je trouvais ça super. Et en plus, je me disais, qu'est-ce qu'on fait à cet âge-là? On a des activités extrascolaires, j'ai pas envie qu'on se dise qu'Oriane peut être moi, donc j'ai pas envie de la faire du théâtre ou du chant. Et
Et je sais que j'aimais beaucoup jouer au foot, mais que je ne l'ai jamais fait dans une équipe. Donc ça, c'est intéressant. Et je trouve chouette de mettre aussi en... Pas seulement de déjouer ces stéréotypes, mais de mettre en scène des personnes qui existent. Oui, il y a aussi toute la question de l'ambivalence, en fait, entre... Je trouve que tu as très bien réussi à mettre ça en scène, de cette jeune fille, justement, qui est prise entre ces problématiques d'adolescente et puis le fait qu'elle aime son père, parce que c'est son père, et puis en même temps qu'elle le déteste, parce qu'à un moment donné, quelqu'un à l'école dit les dealers, c'est tous des criminels ou des connards, ou je ne sais plus exactement la phrase, mais en gros, qui critique les dealers, puis elle se dit mon papa est dealer, donc est-ce qu'il est du côté des méchants? C'est des choses que tu as vraiment bien réussi à retransmettre. Comment tu as fait vraiment pour te mettre dans la peau de cette jeune ado? Je pense que ça s'est construit un peu au fil du récit, avec cette idée au début de... Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on est... si j'ai 14 ans et j'apprends que mon papa est en détention, eh ben, peut-être que la première chose, c'est on doit se protéger. Et il y a ce mouvement un peu dans la famille de... Tout le monde n'arrête pas de se dire que ça va très bien. Le papa écrit dans ses lettres à quel point tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter. La maman écrit dans ses lettres à quel point tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, on se protège. Et puis, en même temps, il fallait aussi questionner ce que le père a fait. Et puis, être dans cet âge un peu charnière où on commence à mettre du gris dans le blanc et le noir. Ça, tu l'as très bien, je trouve, très bien montré. Ah, merci. C'est important parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui revient souvent, qui pour moi est une thématique très importante, ce côté où méchant, gentil, c'est compliqué. On a des personnages qui essayent de faire au mieux et qui parfois font les mauvais choix dans ce qu'ils pensent être le mieux, voire des très très mauvais choix, mais où l'idée de base c'est de faire au mieux, et puis c'est exactement l'idée du mensonge finalement, c'est pour protéger, et puis en fait ça apporte pas que du bon. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des questions un peu du genre. On est quand même le 14 juin. Donc, est-ce que pour toi, la littérature, donc de manière plus générale, a un rôle à jouer dans les luttes féministes, ou on en a parlé un peu dans la représentation des normes de genre, même lorsqu'elle n'est pas engagée au frontal? Moi, je suis assez persuadée que notre rôle en tant qu'auteuriste, c'est de poser des questions de société, et donc clairement de poser des questions de genre, et puis d'être aussi témoin de l'évolution, et de peut-être des fois essayer d'être déjà le pas d'après pour donner des idées ou des exemples. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que Oriane a un personnage qui ne correspond pas aux normes de genre féminin. Mais je pense que c'est important d'avoir des autoristes qui ont des thèses très affirmées, et que moi, mon positionnement va plutôt être de poser des questions et de demander aux lecteuristes de réfléchir aussi comment est-ce qu'eux se positionneraient, et d'essayer d'aller plus loin, en fait. Oui, pas de leur dire quoi penser, ouais. mais de dire, en fait, là, il y a quelque chose à réfléchir. Est-ce qu'on peut y réfléchir ensemble? Est-ce que, en tant qu'autrice, tu as remarqué une différence sur la manière dont tu es perçue par rapport à un homme qui écrirait, ou sur ton travail? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je pense que souvent on existe assez peu, parce que, en tant qu'auteur ou autrice, c'est pas ça qu'on voit. On n'est pas des artistes qui sommes des images. Vraiment, c'est pas nous qui portons forcément nos textes. Oui, mais pas en tant que personne. Et donc, je dirais en tant que comment j'ai été perçue ou accompagnée, pas forcément. Par contre, dans les choses que j'ai envie de poser comme question, oui, clairement, ça a un impact fort. Et je pense qu'il y a plein de choses que si j'étais pas une femme, j'écrirais pas comme ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où on n'est pas... Quand la personne lit le livre, des fois, il ne sait même pas qui est l'auteur. Enfin, il y a un nom écrit sur la couverture, mais on n'a aucune idée de qui c'est. Donc, est-ce que tu as la sensation d'être plus attendue sur certains sujets? Comme tu es une femme, alors on s'attend à ce que tu développes
tel sujet ou que tu aies telle sensibilité, chose qu'on ne demande peut-être pas ou qu'on n'attend pas chez un homme? C'est possible. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai aussi écrit un texte qui est une nouvelle qui était parue dans le cadre d'un prix et qui ensuite a été republiée dans un tout petit livre qui s'appelle « Quelle est la couleur du ciel aujourd'hui ?» et qui parle de violence conjugale et qui est vraiment aussi une nouvelle où le but c'est vraiment de réfléchir les normes de genre. Et quand le texte est sorti dans le cadre du prix, c'était le prix du jeune écrivain, il y a eu plusieurs articles qui en ont parlé et qui ont dit l'inverse de ce que dit la nouvelle. Et je pense que si j'avais pas été une femme, les gens se seraient posé plus de questions. Alors que là... Mais parce que la nouvelle n'a pas été comprise ou pas? Oui. Ok. Alors après, quand je l'ai réécrite, j'ai essayé de changer un petit peu plus certaines choses, mais quand tu c'est dis que ça aurait pas été pareil si tu n'avais pas été une femme, tu penses que les gens l'auraient mieux comprise si tu étais une femme? Peut-être. Okay. Tu écris aussi beaucoup en collectif. Peut-être d'abord, si tu veux dire quelques mots sur le collectif Particule. J'ai du mal à imaginer, mais c'est une pratique d'écriture assez spéciale, d'écrire collectivement, d'écrire à plusieurs une histoire. Comment on fait pour écrire à plusieurs? Est-ce que quelqu'un écrit le texte, puis quelqu'un repasse, puis rajoute des modifications? Ou bien comment on s'y prend? Alors, avec les Particules, on est 5 autoristes qui avons fait le bachelor en création littéraire ensemble. On est des potes avant tout. Et on fonctionne sous forme de projet. Donc on avait fait un premier projet qui s'appelle Cœur de plastique et qui a été plutôt engagé d'un point de vue écologique et qui était une sorte de performance. On n'a pas publié de texte ensemble, on a plutôt fait des performances. Et là, on a pris différents personnages, on crée la trame ensemble, on avance un bout, on se relie beaucoup. C'est souvent un travail de relecture et d'échange très fort. Pendant le Covid, on avait commencé un polar qu'on a abandonné quand on a pu ressortir de chez nous. Mais c'est beaucoup de discussions et ça part toujours d'une envie ou d'une occasion, d'une opportunité il y a tel endroit qui pourrait nous programmer avec une performance, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on a différents lieux, on va réfléchir en fonction de ça, ou on a une scène, donc on va réfléchir en fonction de ça. Mais c'est souvent une idée à construire ensemble, ensuite un moment d'écriture un peu plus en solitaire, et ensuite on remet les textes ensemble et on tisse des liens ensemble. C'est un peu comme de faire du patchwork. On essaie de dessiner le patchwork final, après on va chacune faire nos petites pièces et ensuite on va les tisser ensemble. Et tu as publié aussi récemment avec 2 autres autrices Le voyage du Nautiscaf et de s'acheminer dans la fosse des Nouvelles Hébrides, qui est un très beau livre avec plein d'illustrations que je vous conseille de regarder parce qu'il est vraiment magnifique. Et là, c'est aussi une écriture à 3. Comment est né ce projet et puis comment ça se passe d'écrire à 3 une histoire comme ça? Parce qu'avant, tu as parlé plus spécifiquement de performance, mais là, c'est vraiment un roman. Ça, c'est une très drôle d'aventure. À la base, c'est parti d'un atelier d'écriture chez Alice Bottarelli, qui est une très bonne amie. Et on était 6. On a fait un jeu de rôle autour d'un sous-marin steampunk. Et on en a fait une nouvelle très, très mauvaise qu'on a envoyée au prix de l'ailleurs, qui n'a pas été retenue. C'est normal, c'était très bancal. Mais on s'est beaucoup amusés, les 6. Et puis, Alice était en lien avec... Alexandre Metzner et Antoine Virda, qui sont les éditeurs des Presses Inverses. Et ils ont dit, le texte n'est pas du tout abouti, mais si vous le retravaillez, on serait intéressé à le publier. Donc Alice nous a demandé qui serait intéressé à le retravailler. On s'est retrouvés avec Stéphanie Cadoret et moi à dire oui, allons-y. On a retravaillé, on a fait une première version qui n'était pas encore aboutie, et puis on a postulé pour une résidence à la Fondation Michalski. Je ne sais toujours pas comment ça se fait qu'on a été sélectionnés, mais on a passé 2 mois. C'est un endroit en dessus de Morges, à Montricher, une bibliothèque assez folle avec des cabanes pour autoristes du monde entier. Vous étiez les 3. Et on était les 3 dans une cabane. Donc on a passé 2 mois dans notre propre sous-marin pour raconter l'histoire de 3 personnages qui sont dans leur sous-marin.
assez intéressant. Et là, on a eu tout le temps du monde pour réfléchir chaque phrase et se relire 15 fois et se demander si vraiment cette virgule ne devrait pas être placée là. Et là, pour le coup, c'était aussi très intéressant de voir comment est-ce on avait ces bouts de texte on a avancé ensemble. Enfin, c'était une sacrée aventure. Ça se fait fluidement, dans le sens où j'imagine que quand on est 2 mois à se demander est-ce que cette virgule va là ou là, ça peut aussi générer des tensions ou dire ah non mais ce personnage on n'est pas d'accord, il ne doit pas faire ça. C'est fluide ou ça dépend? Il y a des niveaux où c'est très fluide, il y a des niveaux où c'est plus compliqué, il y a des moments où c'est plus compliqué, où tout se mêle aussi. Et puis là, en plus, on avait chacune vraiment notre personnage. Donc, c'est clair qu'il y a aussi toutes des questions d'ego à des moments où on a dû beaucoup travailler là-dessus. Et travailler aussi comment être ensemble. Ouais. Et là, il y avait comment écrire ensemble, comment vivre ensemble. Moi, je trouve qu'on s'en est pas si mal sortis. Donc, à la fin, vous arrivez avec un texte que vous pouvez défendre les 3 et dont vous pouvez être fiers les 3. Je crois qu'on est content de ce qu'on a fait, finalement. Moi, j'arrive gentiment au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené ou que tu aimerais encore sur Quand papa est tombé malade ou sur une autre thématique? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais dire? Je crois que pour moi, on a fait le tour. Merci pour tes questions. Avec plaisir. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Marie-Lou, c'est le moment. Et puis, elle sera ensuite dans la salle du marché des artisanes à disposition pour une séance de dédicace. Tout l'après-midi? Non, jusqu'à 4 heures. En tout cas, elle sera là pendant un moment. Un moment. Je voulais poser une question. D'abord, j'ai oublié de dire, cette séance de dédicace et cet événement est organisé en collaboration avec la librairie Page 2016. Merci beaucoup à Anne-Françoise qui nous soutient depuis le début du collectif et qui participe toujours à nos événements. J'ai une question pour Marie-Lou par rapport à... Je n'ai pas encore lu ton livre, j'attends de l'avoir dédicacé, mais par rapport aux 2 livres dont on a parlé, il y a une thématique qui revient finalement, et aussi avec le séjour à Michalski, c'est la thématique de l'enfermement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire dans ton travail ? Je pense que c'est drôle, je ne l'avais pas conscientisé comme ça, alors que c'est tellement évident. Je pense que je ne l'avais pas conscientisé comme ça parce que l'ADN des projets est tellement différente. Dans le sens où, Quand papa est tombé malade, c'est vraiment mes propres questions de base, alors que le voyage de Nautiscaf, le côté sous-marin était une donnée de base qui ne vient pas de moi. Par contre, il y a plein de... La question de l'émancipation, je pense, est forte quand je réfléchis au personnage que j'ai écrit pour le voyage de Nautiscaf, qui est une jeune fille de 16 ans qui fuit un mariage arrangé et qui arrive à être engagée comme cuistot de bord dans ce sous-marin en ne sachant pas faire la cuisine, parce qu'un autre de mes... autre chose qui a l'air d'être importante dans mes textes, c'est les femmes qui ne savent pas faire la cuisine. Mais il y a vraiment comment à cet âge assez charnière on se construit. Mais c'est vrai que la thématique de l'enfermement et en fait de la prison en général est quelque chose qui m'interpelle. Pendant longtemps, je voulais devenir travailleuse sociale pour aller travailler dans le milieu de la détention. Et ensuite, je me suis rendu compte que le milieu de la détention m'intéressait pour aller y travailler en tant qu'artiste, d'aller animer des ateliers d'écriture et des choses comme ça. Ça me parle. Par contre, je crois qu'en tant que professionnelle, c'est trop compliqué d'être dans un système qui me paraît très compliqué et dysfonctionnel de base, et donc je ne pourrais pas aller travailler là-bas. Mais c'est des questions que j'ai très fort sur, et pour le coup sur la détention plus que l'enfermement au niveau large. Moi, j'ai pas vraiment une question. Enfin, j'ai 3 remarques finalement, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocat, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. 3 remarques. La première, c'est que finalement, sur ce que vous avez écrit dans le livre, moi, je l'ai vécu comme avocat à peu près, et je suis toujours traumatisé à peu près 20 ans après, où finalement, j'étais à une lecture de jugement avec la fille du prévenu, et puis que je suis revenu seul du verdict, parce qu'ils avaient arrêté immédiatement son papa, et puis qu'il a fallu tout expliquer le soir même. Qu'il n'allait pas rentrer pour 7-8 ans, trouver où il allait. Enfin, c'était assez horrible, donc c'était vraiment quelque chose de catastrophique. Et puis, effectivement, repère, c'est très, très utile.
La deuxième chose, c'est sur finalement la durée de la détention, ça peut être très utile des fois de savoir si on va dire aux enfants ou pas, parce que là, si on sait que c'est parti pour un mois, je pense que c'est pas forcément utile de tout le dire. Mais après, c'est clair qu'à l'école, de toute façon, à un moment donné, les gens ils parlent et puis il faut dire souvent. Et puis la dernière chose, c'est finalement quand il y a la détention dans le cadre de violences conjugales, où là c'est encore très compliqué à gérer les enfants parce qu'il y a finalement toute l'ambiguïté qui font qu'ils ont quand même l'attachement avec le papa, malheureusement, qui est en détention, de savoir s'il faut recréer des liens ou pas. Et puis là, effectivement, c'est avec souvent les assistants sociaux, avec repères, c'est très compliqué à gérer. Mais il faut vraiment, moi je pense que ça dépend de cas en cas, d'enfant en enfant. Et puis il faut aller étape par étape. Mais ce qu'il y a une chose qui est très importante, ce que j'ai dit, c'est que je pense que les enfants, ils aiment bien les voir, enfin, bien, c'est pas le vrai terme, mais quand ils vont voir comment c'est la prison, ils arrivent à sortir de l'imaginaire de la prison du Moyen-Âge. Et puis tu vois qu'il y a des cellules, enfin, des endroits qui sont aménagés pour les familles, il y a des jeux. Donc voilà, c'est juste 3 petits témoignages. Merci beaucoup pour ces informations qui sont hyper précieuses. Et je pense que ça devait être un sacré événement de se retrouver avec un jeune à accompagner à ce moment-là. Et, c'est des situations qui sont dramatiques et toujours dramatiques. Et en plus, comme vous dites super bien, tellement différentes d'une famille à l'autre et au cas par cas. Il y a toujours tellement de données autour. Là, il y a plein de niveaux dans le texte que j'ai écrit où on m'a dit ta maman, elle est presque trop parfaite. Enfin, où il y a plein de choses qui vont déjà vachement mieux que dans plein de familles où, en fait, il y a tout le soutien autour est très compliqué. Donc, vous avez un travail qui est vraiment complexe et avec en plus tout d'un coup des moments où il faut changer de casquette et devenir travailleur social. Il y a 2 questions. On commence peut-être par madame. Question, comment c'est de vivre de sa plume en tant que femme en Suisse ? De vivre de sa plume, je pense que souvent on dit, à part Joël Dicker, qui est un cas quand même particulier, et pour la Suisse romande que je connais mieux, il y a en fait très peu de monde qui vit de sa plume. Et je ne saurais pas dire si en tant que femme moins. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vit pas des livres qu'on vend. On peut vivre de plein d'activités qu'il y a autour, justement de faire des ateliers d'écriture, de faire du mentorat, de participer à des événements, d'écrire pour le théâtre, où là c'est des mandats qui sont clairs. Mais il faut toujours, c'est un travail d'indépendant où il faut toujours rechercher des nouvelles choses. Après, je pense qu'on a la chance d'avoir un réseau de plus en plus solide en termes d'auteuristes et pas mal d'autrices aussi, justement, avec l'Institut littéraire, avec, je pense à sur Fribourg à l'Épître, à plusieurs lieux qui font beaucoup pour la littérature aussi émergente en Suisse romande et de gens qui ont envie de travailler ensemble. L'importance de ce côté collectif aussi, c'est qu'on est ensemble et qu'on avance ensemble. Et quand j'étais à Michalski, on était pendant un mois avec Anne Breckard, qui est une autrice d'une autre génération, et qui disait « Je suis tellement impressionnée ou étonnée, je trouve ça beau de voir que comment vous travaillez ensemble, alors que quand j'ai commencé, on se regardait plus un peu en chien de faïence et chacun essayait d'avancer dans son coin. Puis si quelqu'un avait quelque chose, c'était que nous, on ne l'avait pas. Je pense qu'il y a cette conscience qu'il faut qu'on soit ensemble et puis qu'on avance à plusieurs et qu'on ait beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui ont beaucoup réfléchi les questions de genre aussi, dans ces milieux-là. Alors, malheureusement, j'ai pas encore lu les livres, du coup, c'est un peu une question qui m'est venue juste en entendant vaguement parler des personnages. Il y avait une chose qui m'avait un peu interpellé, c'est que j'avais l'impression qu'autant le cas de la jeune fille avec le mariage arrangé et le profil dealer, c'était quelque chose qui pouvait, dans le cliché commun, ressembler à des profils de personnes racisées. Et du coup, je me demandais si, dans les livres, du coup, c'était des personnes racisées qui avaient un travail là-dessus, ou si au contraire, il y avait une volonté de déconstruire le cliché, je vais revenir là-dessus.
Alors, pour la question du mariage arrangé, c'est un texte qui se passe dans les années 1800, où ils partent de Nouvelle-Zélande et où on est plutôt sur des colons et d'une famille de colons riches. Donc pour celui-ci, pas avec ce personnage-là, mais par contre, avec le reste du roman, oui, c'est une des grosses questions, justement parce que c'est la Nouvelle-Zélande, il y a toute une question de colonie qui est assez forte. Et puis, pour Quand papa est tombé malade, mon but était qu'on puisse projeter un peu n'importe qui dans les personnages. Donc, la famille qu'on suit, pas forcément, et en même temps, on pourrait l'imaginer. Après, les prénoms sont des prénoms... le papa s'appelle Vincent. Et mon but, c'est qu'on puisse imaginer plein de choses là autour. Il y a des questions plutôt de mixité culturelle où par contre, c'est très clair que sa meilleure amie est marocaine. Enfin, il y avait aussi, quand j'avais les passages plus en prison, un des autres co-détenus est une personne... je sais plus si je dis exactement d'où est-ce qu'il vient, mais où il y avait la question, en tout cas où là c'était très clair que le fait d'être une personne réfugiée faisait qu'il se retrouve en prison. Mais j'avais envie qu'on puisse projeter n'importe qui. D'ailleurs, dans les couvertures qu'on m'a proposées, il y avait une couverture avec, où on voyait une jeune fille avec un ballon sur son lit, assise comme ça. Alors, avec des cheveux bruns, et où ça aurait été compliqué de savoir d'où est-ce qu'elle venait, mais même là, je trouvais que c'était déjà trop lui mettre un visage. Je crois que tout ce qu'on sait, c'est qu'elle doit avoir les cheveux un peu foncés, mais c'est la seule chose qui est dite, et mon but, c'est qu'on puisse y projeter ce qu'on ressent. Mais merci pour la question. Oui, moi j'aurais peut-être une question, c'est par rapport, alors j'ai pas lu le livre encore, par rapport à la relation mère-fille. Est-ce que cette fille pouvait, parce que c'est traité dans le livre, je ne sais pas, pouvait se douter de l'activité du père? Est-ce que la mère la connaissait? Et puis, entre la mère et la fille, si la mère la connaissait, il peut y avoir un sentiment de complicité, mais de trahison aussi, parce qu'on ne lui a rien dit à l'autre. Comprendre, mais je ne sais pas si ces questions-là sont traitées aussi ou pas. Alors, on comprend un peu en filigrane que la mère se disait qu'il y avait des choses qui étaient bizarres, tout en n'ayant pas trop été creusées, parce que la vérité, ça fait peur. Et il va y avoir des conflits qui vont monter entre la mère et la fille, aussi liés au mensonge. Et puis, comme le papa n'est pas là, toute la colère que la jeune fille va avoir vis-à-vis de son père va se retrouver en fait dirigée contre la maman. Et on va avoir aussi la maman est un personnage qu'on voit toujours des yeux d'Oriane, sauf à un moment donné où elle va écrire une lettre, on va peut-être un peu mieux comprendre son vécu à elle et comment est-ce que l'image que la jeune fille s'est construite de sa maman et en fait le ressenti réel de sa maman sont assez différents. Mais la maman va aussi avoir ce rôle pivot de je dois protéger mon mari et mes enfants et j'essaie de faire que ça tienne, et où en même temps, quand Dorian n'est plus d'accord avec ça, c'est contre sa maman que ça va se diriger très fort. Déjà, merci pour ce moment, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a une adaptation cinématographique qui est prévue du dernier roman? Parce que je pense que visuellement, et puis je pense que ça peut être aussi une manière de faire passer les émotions différemment. Après, ça mettra un visage sur Oriane, donc voilà. J'imagine peut-être la question s'est déjà posée. Une autre question par rapport au métier, plus largement, on a l'intelligence artificielle qui nous inonde de partout. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que ça s'immisce déjà un petit peu dans votre métier ou bien pas forcément? Et puis, est-ce que dans ce monde, est-ce qu'il est encore tenu par les hommes, dans les maisons d'édition et tout ça? Ou est-ce qu'il y a gentiment des collectifs ou bien des maisons d'édition plus féminines qui se mettent en place? Et puis, une dernière première. Pardon. Je vais essayer de... Mais l'année passée, au Pool Festival, on avait accueilli le collectif de dessinatrices, créatrices de BD La Bûche.
qui regroupe beaucoup de femmes qui travaillent par projet aussi. Est-ce que vous avez un équivalent comme ça dans le domaine de l'écriture? Alors, pour répondre sur l'adaptation cinématographique, ça serait le rêve. Pas que je sache, il n'y a pas de projet actuellement, mais je trouverais ça super. L'appel est lancé. L'appel est lancé. N'hésitez pas, il y a quelque chose à faire et à réfléchir en termes justement de représentation. La deuxième question, c'était l'intelligence artificielle. Alors, je pense que c'est un enjeu dans la représentation de l'écriture. Et par exemple, plutôt là, en tant que jury pour un prix littéraire, c'est une question qui revient de est-ce qu'on a des textes qui ont été en fait écrits par de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe si je me dis ce texte est bon et après j'apprends qu'il a été écrit par l'intelligence artificielle, même si on a une clause maintenant qui a été ajoutée qui dit « je stipule que ce texte n'a pas été écrit ». Mais ça reste un défi et une crainte quand même. Après, moi, en tout cas en tant qu'autrice, c'est pas un outil que j'utilise. Alors, autant on va beaucoup faire des recherches sur Internet, écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire des textes liés à un sujet, autant de demander à quelqu'un d'autre qui n'existe même pas vraiment, enfin à une IA, de faire ce que j'aime faire, je vois pas l'intérêt. Donc, c'est pas un outil que moi j'utilise. Après, c'est un outil qui peut être utilisé. J'avais entendu des gens qui disaient pour faire certaines demandes de fonds qui sont une partie beaucoup moins fun du travail, ça peut être intéressant. Et même des fois pour juste dire quels seraient les points qui doivent apparaître dans une demande de fonds. Donc, c'est un outil qui est là et puis qui se retrouve à être utilisé des fois. Mais c'est vrai qu'il y a une part où j'ai trop peur qu'ils viennent nous bouffer notre taf à un moment donné pour avoir envie de l'utiliser. Donc c'est un enjeu, oui, bien sûr. Parce que quand on se dit qu'il faut des heures des fois pour écrire 1 ou 2 pages et que si on dit à un logiciel raconte-moi ça, il y a un texte qui s'écrit sous nos yeux, il y a quelque chose d'un peu vertigineux. Ensuite, c'était la question en tant que dans le monde littéraire qui est quand même encore beaucoup dirigé par des éditeurs plus que des éditrices, même s'il y en a. Je pense à par exemple Zoé qui est dirigée par Caroline Couteau, qui est un peu une éditrice phare en Suisse romande. Il y a les éditions Paulette aussi. Qui pour le coup ont vraiment une collection qui s'appelle Gratacu, qui est une collection vraiment dirigée sur les questions LGBTQIA+, et où là c'est un binôme d'un homme et d'une femme, et qui ont justement, qui réfléchissent vraiment ces questions-là. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs... Paulette, ça fait quand même, je pense, bien 10 ans qu'ils existent, mais là, il y a La Veilleuse qui est sortie, où là, c'est aussi un binôme, un homme-femme. Il y a des envies de nouvelles maisons d'édition aussi, et puis de renouveau qui sont assez chouettes et motivantes. Oui, puis il y a un véritable marché du livre féministe. Alors, pas spécifiquement, en Suisse, ça reste timide parce que le marché de l'édition est aussi timide de base. Timide, voilà. Mais en France, il y a un vrai marché. Alors après, on peut se demander à quel point c'est opportuniste, parce qu'on voit des fois quand c'est des maisons d'édition qui appartiennent à Bolloré, qui publient des trucs féministes, on peut se demander jusqu'où va l'opportunisme. Mais par contre, il y a quand même, en tout cas, oui, les livres féministes se vendent bien. Et puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les autrices. Clairement. Et puis la question du collectif. Est-ce qu'il y a des collectifs il y a beaucoup, justement dans l'émergence, beaucoup de collectifs qui se créent, qui avancent. Avec Particule, on a participé à un projet à Lausanne, où on était 8 collectifs à participer ensemble, et il y en a où, par exemple, je pense à l'Ajax, je crois que c'est
Non, il y a l'AJAR, mais il y a l'AJAX. L'AJAX, ils sont vraiment portés par les questions LGBTQIA+, avec aussi des personnes non binaires qui écrivent et qui portent cette identité-là très fort. L'AJAR, il y a autant d'hommes que de femmes, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup des collectifs assez jeunes qui réfléchissent en tout cas à ces questions et où j'ai pas d'idée de collectifs qui sont mixité choisie, mais plutôt de groupes de gens qui ont des mêmes genres d'idées et envie d'avancer ensemble en fait sur ces questions-là aussi et où c'est des défis qu'on rencontre clairement. Merci beaucoup Marie-Lou d'avoir participé à cette interview pour Déguer le patriarcat et merci à tous et toutes pour votre présence, vos questions. Je rappelle que vous pouvez écouter les épisodes qui sont déjà disponibles en ligne sur toutes les plateformes de streaming et que cet épisode sortira quand j'aurai terminé le montage, donc dans quelques semaines, on espère. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi pour ce moment et puis merci à la Grève féministe Broye de nous accueillir et puis à Page 2016 oui, de nous permettre d'être là. C'est très précieux et à vous toutes et tous pour votre écoute.